va bien. Cette fois-ci, on va essayer de mettre une musique d'intro parce que nos 2 dernières vidéos se sont fait strike par YouTube, avec la chanson Les Sea Shanties. Le mec a été quand même relativement rapide pour mettre un copyright là-dessus. Je suis assez étonné. Et là, du coup, il faut qu'on en trouve une nouvelle. Si vous avez des idées, et que vous êtes pas satisfait de celle qu'on aura trouvée pour cet épisode-là, hésitez pas à nous envoyer des suggestions dans le groupe, hein. C'est toujours, Et toujours sur sympa de Spotify travailler à plusieurs. et sur Apple Podcast, j'ai l'impression qu'on on s'est pas fait strike et que ça tourne. Je connais pas, je sais pas trop comment ça marche. Genre YouTube, je sais qu'ils sont assez rapides quand ils strike, mais les autres plateformes, pas de strike. Donc je me dis, bon, je sais pas s'ils doivent changer sur les autres plateformes. Je sais pas, aucune idée. En tout cas, pour le J'imagine moment, ça que passe. ouais, enfin, je pense que sur YouTube, c'est des algorithmes, qui strike automatiquement, tu vois? Je sais pas si c'est aussi avancé sur les autres plateformes versus sans doute d'autres processus internes et ça va pas tarder à arriver à mon avis. Hmm. Donc voilà, on est Donc prévenus. peut-être qu'on devrait changer les chansons aussi sur les autres plateformes. Bon, ok. Yes. Euh, tu m'as envoyé tu m'as demandé d'aller liker un de tes TikTok la se- cette semaine ou la semaine passée. Je sais plus trop. Enfin, il y a quelques jours, tu m'as demandé d'aller liker un de tes TikTok et je trouvais vraiment bien. Et d'ailleurs, il avait l'air de bien fonctionner. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as lancé un TikTok? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai bien aimé en tout cas, mais je serais curieux que Ouais, tu nous en dises un peu plus. donc en gros, je suis assez fan de l'algorithme de TikTok qui met très vite en avant les créations. Et donc tu fais vite un petit buzz quand tu as un TikTok qui sort du commun ou qui est provocateur, et cetera. Et j'avais download, TikTok il y a longtemps, je l'avais supprimé et là je l'ai remis et bon, bah, il faut pas se mentir, TikTok c'est principalement, en fait, je pensais à la base que c'était principalement des meufs qui se montraient, et qui se mettaient en scène et cetera, tu vois? Ou des LOL, mais à part ça, je pensais qu'il y avait rien d'autre et en fait, en aiguillant l'algorithme de TikTok, tu vois, je suis allé follow des gens qui font de la bouffe dans la nature, je suis allé follow des gens qui construisent des maisons, etc., etc. Mais finalement, j'ai un peu plus de contenu qui m'intéresse et qui est quand même toujours cool, tu vois. Mm. Pardon. Et du coup, j'ai jamais trouvé de contenu philo sur la plateforme. Enfin, ou bien alors des trucs genre des extraits d'Elon Musk, entrepreneur, enfin, tu vois, des trucs un peu bateau et très basiques. Et je me dis, ben tiens, moi, je suis deux ou trois chaînes philo sur YouTube qui reprennent des vidéos qui sont copyright free et je trouve ça super. Et il y a plusieurs fois quand j'écoutais ces longs formats, en fait, c'est c'est des émissions radio qui datent des années 60 où ils interrogeaient des intellectuels de l'époque. Et en écoutant ces émissions radio-là, en travaillant, etc., ben, j'ai déjà remarqué qu'il y avait des punchlines assez cool, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais prendre des extraits de ces punchlines-là et les mettre sur TikTok. Finalement, j'en ai mis que une. Là, j'en ai mis une deuxième qui fonctionne pas du tout, mais la première a plutôt buzzé, mais c'est un buzz de bébé, hein. En vrai, j'ai 10K vues et j'ai pas mal de commentaires. J'ai 108 commentaires et en fait, c'est un sujet qui est assez clivant puisque ça parle de l'école. C'est Michel Foucault qui fait une interjection sur sa vision de l'école et du diplôme. Et du coup, bah, vu que les Français sont des gens qui sont très passionnés de l'école et de l'école traditionnelle, et ben, du coup, et surtout de tout ce système de diplôme, et ben, du coup, les passions se déchaînent dans les commentaires. Il y a des gens qui disent ouais, il faut un diplôme, il y en a d'autres qui disent non, il faut pas de diplôme, c'est de la merde. Et en fait, c'est des commentaires qui sont tout à fait inintéressants, Mais ça joue sur mais je l'algo, quoi. ouais, ça joue sur l'algo à Ouais. mourir. C'est ça que C'est, je mais trouvais marrant. c'est ouf parce que j'avais essayé de lancer un TikTok il y a peut-être au début du premier confinement, je pense. Je sais pas si je t'en avais parlé, si je te l'avais envoyé ou pas du tout. Je sais plus trop. Mais, euh, mais en fait, c'est parce que je suis dans un groupe Facebook. Il y a un type que j'aime beaucoup euh, qui est un mec dans le marketing aux US qui est ultra fan de TikTok depuis le début. C'est un gros mec sur TikTok. Il a plusieurs millions d'abonnés. Et en fait, il a créé un groupe, il vend une formation sur TikTok en mode je t'apprends à utiliser TikTok et à devenir viral sur TikTok. Mais dans le groupe, il y a quand même déjà beaucoup de contenu de qualité. Donc moi, je suis dans ce groupe-là. Et en fait, il y avait un an, il disait, si vous regardez bien sur l'algo de TikTok, ce qui compte le plus, c'est les commentaires. Enfin, il y a le watch time et les commentaires. C'est presque, ils sont les deux niveaux d'engagement, enfin les deux paramètres d'engagement sont presque au même niveau. Donc plus la personne regarde longtemps une vidéo et plus il y a de commentaires, plus l'algo va te rendre viral. Et du coup, il disait,
je vous montre plein de types de contenus qui n'ont pas attrait à avoir des commentaires et plein de types de contenus qui ont un attrait à mettre un commentaire. Et tu voyais, c'était assez binaire. Là où il y avait plein de commentaires, enfin là où il y avait une vidéo, un contenu qui te donnait une envie de commenter, ça devenait viral et à l'opposé, ça ne devenait pas viral. Et, euh, et du coup, en même temps, il avait fait découvrir un mec aux US qui avait un compte où il se baladait dans la rue et il filmait n'importe quoi. Il zoomait et il mettait un emoji en disant est-ce que vous l'avez vu? Comme ça, et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il disait est-ce que vous l'avez vu? Et ça Classique. durait genre 10-15 secondes, tu vois. Et en fait, c'était du contenu qui devenait viral. Il a des vidéos qui ont fait 6 millions de vues, 10 millions de vues. Mais tu dis, mais comment c'est possible, tu vois? Et en fait, c'est parce que les gens, déjà, il y a le watch time qui augmente parce que les gens regardent plusieurs fois la vidéo. Donc, le watch time, il est comptabilisé comme énorme. Et ensuite, il y a des gens qui vont te dire dans les commentaires, mais vous êtes vraiment des cons, il n'y a rien du tout. Et puis il y a des gens qui vont te dire, mais oui, je l'ai vu, il y a ça, tu vois, et ils disent des trucs improbables. Et puis dans les gens qui disent des trucs improbables, ils s'insultent entre eux parce qu'ils disent, mais espèce de débile, il n'y a rien du tout. Et puis Ouais, l'autre, ouais. ah, t'es vraiment un aveugle et tout, tu vois, tu vois, ce genre de conneries. Et en fait, c'est parfait pour l'algorithme. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Du coup, j'ai un compte TikTok où la première vidéo a fait 40 000 vues. Et en fait, c'était assez simple. Je me suis baladé dans la rue. Attends, mais j'y croyais pas, tu vois. Et j'y croyais pas toute la journée. J'avais des notifications. J'ai quelques milliers de commentaires. Il y a je sais pas combien de milliers de likes. Mais c'est n'importe quoi. En fait, je me baladais dans la rue et je filme un poteau et je zoome sur le poteau et je prends mon doigt et tu vois, il y a un trou avec mais qui est pas uniforme avec de la rouille autour. Et je pointe mon doigt sur le trou. Et après, à l'écrit, je dis vous savez ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Dans les commentaires, ça s'est emballé. J'ai des gens qui me disaient que c'était le coronavirus. C'était au début du Covid. Genre, c'est OK, si tu touches ça, tu as le Covid. Parce qu'en plus, je l'ai touché, tu vois. OK, c'est bon, tu l'as touché, c'est le Covid, c'est les Chinois. Ils ont mis des trous rouillés partout dans Paris pour essayer de. Voilà. J'ai des gens qui me disaient que c'était un gang qui tirait la nuit d'avant et qui partageait des liens de journaux qui disaient qu'il y avait une fusillade dans je sais pas où en France. Il y avait que ça, mec. Et c'était parti en couille. Et en gros, Watch Time qui tournait parce que les gens regardaient plusieurs fois pour essayer de comprendre. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, je me suis amusé à faire d'autres pièces de contenu. La deuxième pièce de contenu, c'est je rentre dans un Monoprix, je filme, et là, c'était une copie, j'ai copié un mec aux US. En gros, ce mec aux US qui cartonnait, il avait filmé un avocat et le fric, quoi, l'avocat, il l'avait filmé, il disait ah, elle est vraiment dégueulasse cette pêche, elle est pourrie, tu vois. Et Mm. les gens dans les commentaires, évidemment, ils disent espèce de débile, t'as jamais vu un avocat, je fais quoi? Je fais la même chose, je rentre dans un monop, je me balade dans le monop, je zoome sur l'avocat et je fais ah, elle est vraiment pourrie, et pour le coup, je le fais en français. Ah, elle est Cette pourrie banane. cette. Ouais, non, 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 j'ai fait elle est pourrie cette pêche, genre littéralement. Dans les commentaires, exactement la même réaction. Mais t'es vraiment con, tu sais pas ce que c'est. Et puis des gens qui disaient ah, c'est vraiment bizarre comme fruit. Et genre, tu voyais quand je regardais leur profil, ils avaient genre 10 ans, tu vois, les gosses. Et, Donc euh, et la théorie, c'est de dire que c'est des gosses ou que c'est des cons? non, c'est juste des gens dump. C'est parce que j'avais des papas-mamans, quoi. C'est genre, les gens comprennent pas, tu vois. Ils ouvrent leur truc, ils scrollent comme des débiles, ils voient un truc comme ça, ils disent ah, il est vraiment bête. Et puis ils vont commenter ah, t'es vraiment bête. Parce qu'en fait, ils comprennent pas ce que tu es en train de faire, tu vois. Et ça, c'est fou, comme les gens ne comprennent pas ce que les autres font sur les réseaux sociaux, ceux qui essayent de réfléchir qui essaient de réfléchir sur l'algorithme Sur un et contenu très qualitatif et non, 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 mais non, c'est pas de ma gueule. Mais tu vois, c'est vraiment, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui comprennent les rouages et qui essayent ils de faire utilisent des leur... tests, ouais, ouais, à ouais. leur avantage et font des tests pour essayer de comprendre. Et puis tu as les autres qui comprennent rien et qui tombent dans le trap en permanence, tu vois, qui tombent dans le truc, tu vois. Et donc, c'est ces Les- gens-là, en fait, qui comprennent pas, qui sont compulsifs, qui réfléchissent pas trop, et ben, ils tombent dans le panneau, quoi. Et le truc, c'est que la majorité des gens sont comme ça. Euh, quelles leçons t'en tires? Global, un peu plus euh, macro? watch time, commentaire, il n'y a que ça qui compte. Non, non, mais littéralement, tu avais vraiment, sur le groupe en question dont je vous parle, tu avais des mecs, tu avais un Allemand qui cartonnait, un mec aux Pays-Bas, pas un Allemand, un mec aux Pays-Bas qui cartonnait, et en fait, il faisait toujours la même chose. Il se baladait à vélo le long de l'eau, ok. Et
en fait, il demandait à un pote à lui de le filmer en fast, comme ça. Donc, lui, il passe en vélo et en même temps, son pote, il donnait un coup de. Alors, vous voyez pas la caméra, mais en gros, il donnait un coup horizontal, coup de caméra horizontal. Et il mettait à chaque fois en énorme. Vous avez vu ce qu'il y a dans l'eau? Tu vois? Et en fait, il y avait rien dans l'eau. Mais les gens, et déjà, ça allait très vite, donc ils essayaient d'arrêter la vidéo, puis ils n'y arrivaient pas, donc ils regardaient en boucle. Et après, ils regardaient ce qui se passait dans l'eau, et en fait, il y avait rien du tout. Son fil d'actualité, c'était que des vidéos comme ça. Donc lui, où il se baladait, par exemple, dans les bois, très vite, et donc il y avait un fast coup horizontal, et il disait, vous avez vu ce qu'il y a au fond des bois? Et en fait, il y avait rien du tout au fond des bois. Tu vois? Mais ça marchait, ça marchait. Le mec, il avait des Ça me centaines de fait milliers penser, d'abonnés. C'était ouf. aux comptes TikTok qui font des repartages de TikTok où ils s'incluent dans la vidéo et où ils demandent à la fin: «Quelle est la couleur du pull de la fille?» ou «Quelle est la couleur du mur dans le fond?» Donc tu vois une meuf ou un mec qui fait le beau gosse et cetera, et donc les gens regardent le mec, puis à la fin, il y a le vrai tiktoker qui apparaît qui dit: «Hé, toi là, t'as vraiment vu quelle est la couleur du mur dans le fond?» tu vois? Et là, les gens ils disent: «Oh putain merde, c'est parce que j'ai regardé la fille», alors ils re-regardent, tu vois? Pour où j'ai regardé le mec, tu vois? Et enfin bref. C'est assez Ouais, non. intéressant, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la leçon que tu en tires, d'un point de vue, en dehors de TikTok, en dehors d'Instagram? C'est quoi la leçon à tirer de tout ça? Comment ça se fait que les gens, comprennent pas, Alors enfin, là, c'est un peu tricky de faire ce genre de choses. Je pense que fondamentalement, si tu fais ça à longueur de temps, tu produis pas du vrai contenu qualité. Tu vois, toi, ce que tu avais fait, c'était du vrai contenu qualité, je trouve, personnellement. Et tu vois, ce que moi je faisais ou ce que d'autres personnes font, c'est cool, mais en fait, tu crées rien. C'est-à-dire que ton audience, c'est que des gens un peu dump, mais qui sont pas là pour un plaisir quelconque ou pour une attrayance envers ta personnalité ou envers ce que tu crées, ce que tu fais. Et donc, en fait, pour le coup, c'est le type de technique qui peut rendre viral des TikTok et qui peut potentiellement te faire monter en abonnés, mais c'est des abonnés pas quali, tu vois. Donc, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est de ne pas faire ça. Si tu veux vraiment faire des TikTok à long terme et grossir et faire des trucs bien, ne fais pas ça. Peut-être tu peux faire ça une fois de temps en temps, histoire de mettre un coup de diesel dans la machine et de faire et de mettre un coup de turbo, histoire d'avoir quelques vidéos bien virales où tu sais que dans tous les cas ça va être viral. Mais sinon, je ne conseille pas de faire ça. Par contre, ce que je conseille de faire à tout le monde, c'est de tester ce genre de trucs. C'est marrant en fait. Genre, c'est littéralement marrant. Moi, j'avais ouvert le compte TikTok, j'ai fait une première vidéo qui n'a pas du tout marché. Puis j'ai fait celle de la rouille, ça a cartonné. J'ai fait celle du supermarché, ça a cartonné. J'en ai fait une troisième. Bon, je vous parle de celle-là et puis j'arrête parce que au total, j'en ai fait 5-6. Et la troisième qui avait fonctionné, c'est j'ai été chercher de la mozza au Monop. Et, c'était toujours dans ma phase avec l'avocat, tout ça. Donc après, je vais chercher de la mozza. Je rentre chez moi, j'ouvre le paquet de mozza dans l'évier. Et ce que je fais, c'est que donc, j'ouvre le paquet. J'avais mis une tomate cerise dans le paquet. Ok. Je tiens le paquet et à l'ouverture de la caméra, j'ouvre le paquet, genre en mode je l'ai ouvert et je vide l'eau de la mozzarella, du paquet de mozzarella dans l'évier. Et il y a quoi qui tombe? Il y a une tomate cerise. Et puis je fais oh, incroyable, tu vois. Et dans les commentaires, ça s'est emballé. Il y avait des gens qui disaient ah, espèce de débile, il l'avait mis là avant. Et puis il y a des gens qui disaient ah oui, ça c'est parce que des fois ils se trompent. Des fois il y a des souris même qui peuvent tomber des paquets de salade, genre de trucs. Voilà, j'ai pas d'autres mots, tu vois. Mais moi, ça me fait peur, bon. ouais, oui, oui. Mais alors ce truc-là aussi, il était devenu viral. Mais c'est fou. Mais c'est juste, voilà, voilà. Donc c'est pas de la qualité, mais c'est drôle à tester. C'est drôle de saisir quelque chose dans un algorithme. Ça, c'est quelque chose que souvent on vous parle de l'algorithme et même des fois, nous-mêmes, on a genre des théories sur les algorithmes des réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais quand tu testes, quand tu A/B testes des choses et que tu vois qu'en fait, avec certains paramètres, ça fonctionne, avec certains paramètres, ça fonctionne pas, mais ça te donne une indication. Des fois, il y a des faux positifs aussi, hein. Mais des fois, ça te donne des indications sur, OK, en fait, là, j'ai craqué quelque chose dans l'algorithme qui fait que ça marche. Et moi, je trouve ça trop bien, tu vois. Enfin, personnellement, c'est satisfaisant de savoir, OK, putain, là, j'ai craqué un truc, tu vois. Ça me fait rire Euh, parce que donc j'écoutais l'autre jour un podcast, enfin, j'écoute toujours d'ailleurs, je suis toujours dedans, un podcast de Balaji, qui est un entrepreneur et aussi un investisseur très connu aux États-Unis, qui a notamment été un des premiers à investir dans la crypto sur Coinbase, et cetera, bref. Et il disait,
en fait, il expliquait, il a pas mal de théories, pardon, sur le monde, sur la startup, sur la tech. Et il expliquait à un moment bien précis l'opposition qu'il y a entre New Money, Old Money, les conservateurs versus les progressistes tech. Et il disait, et il parlait de l'entrepreneur, et il faisait une analogie que je trouvais super, que j'ai remis dans un tweet, où il dit en gros qu'un entrepreneur au début, il commence, il est rien, il est personne, il est de CEO of nothing, tu vois. Puis au fur et à mesure du temps, il build, il accomplit des choses, et puis il y a des gens qui commencent à linker vers lui, vers son profil en tant qu'entrepreneur, vers son produit à lui, etc. Tu vois. Et en fait, il faisait une analogie complète entre l'entrepreneur qui est en train de se construire à partir de zéro Mhm. et le site web qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'accumulation de contenu qualitatif, reçoit des backlinks d'autres sites web. Donc en gros, en SEO, euh, une des techniques pour pouvoir ranker, pour pouvoir arriver en premier sur Google, c'est d'avoir d'autres sites web qui te réfèrent comme intéressant. Donc en gros, la plupart du temps, tu as un site web qui dit, OK, FarmSpot, ce qu'ils font, c'est vraiment cool, je mets un lien vers FarmSpot. Et ben, Google interprète ça comme un... Enfin, il y a des notions un petit peu plus détaillées, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, la plupart du temps, Google interprète ça comme un backlink vers ton site web, et donc comme une forme de validation C'est de ça. la Et plus qualité le du site contenu. qui te réfère est bien noté par Google, plus toi, tu auras Ouais, de la notoriété envers Google. exact. Exact. Et je trouvais ça intéressant de faire cette analogie avec le fondateur ou avec un ou une CEO qui, au fur et à mesure du temps, en fait, accumule des backlinks vers son profil et donc, du coup, devient un peu, sort du lot. Et c'est une forme de, tu parlais d'algorithme, etc. Je trouvais que c'était intéressant, cette analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante quand même. Voilà. On rentre dans le sujet? Tu commences? Vas-y, mais ça, c'était déjà un sujet, hein. Ouais, alors moi juste une news, pas de boîte là pour le moment. J'aurai peut-être une boîte après dont enfin, un sujet auquel je veux parler, mais une news. Est-ce que tu as vu que Coinbase a rempli ses documents S1 pour devenir public? Je sais pas si tu as vu un peu les chiffres de Coinbase. Non. C'est assez ouf. En 2019, ils ont fait 500 millions de dollars de revenus. En 2020, donc pendant le Covid et pendant la crise montante crypto, ils ont fait 1,2 milliard de revenus. Donc, ils ont doublé leurs revenus. Parmi ces milliards de revenus en 2020, par contre, il n'y a que 320 millions de profits, ce qui est pas mal quand tu pondères. Par contre, il y a quelqu'un sur Twitter, j'ai vu ce matin, qui a fait une comparaison. Ils ont dit, enfin, le mec disait, je trouve pas ça élevé, sachant que Sushi, en 2021, en faisant la projection, il faut 90 millions. Ça veut dire qu'une boîte décentralisée qui a été créée il y a moins d'un an, avec un protocole forqué, donc c'est-à-dire qui n'est pas original, mais qui est copié d'un DEX qui s'appelle Uniswap, d'un échangeur décentralisé qui s'appelle Uniswap. Donc cette fameuse copie s'appelle Sushi. Potentiellement, on aura même le fondateur, un des cofondateurs euh, par piraterie, on l'aura potentiellement sur le podcast à un moment donné. Et donc, le mec, en fait, si tu fais ses projections, et ses projections sont assez linéaires, en 2021, ils vont faire 90 millions de profits. Et en fait, si tu compares Sushi qui fait 90 millions de profits, c'est une copie d'un autre projet, c'est décentralisé. Et Coinbase qui est là depuis quelques années, ils ont, je sais pas, et aussi Sushi a genre quoi, 3-4 employés, alors que Coinbase, ils ont des centaines d'employés, ils sont là depuis des années, ils ont fait que 320 millions de profits en 2020. Je trouve ça, c'est vrai qu'en fait, si tu fais la comparaison, tu sais, le chiffre 320 millions, ça te paraît énorme. C'est vrai que pour la boîte en elle-même, c'est énorme. Pour une startup, faire 320 millions, c'est énorme de profit. Je Mais parle bien de Coinbase, c'est profit. quoi le business model de Coinbase? C'est un fee sur les... 98% le fees. 98% des revenus, c'est quand tu fais une transaction, quand tu achètes ou tu revends ta fee. Ok. C'est ça le business model de Coinbase. Et donc je trouvais ça c'est intéressant, cette comparaison entre Sushi qui va faire 90 millions et Coinbase qui fait que 320 millions, même si, à fois, j'aurais très bien aimé être investisseur chez Coinbase. Ce qui est intéressant, c'est que sur la balance sheet de Coinbase, ils détiennent 130 millions de Bitcoin, 130 millions de dollars de Bitcoin, et ils détiennent également 28 millions de dollars d'Ethereum, et ils détiennent quelques 10, 15, 20 millions d'autres coins. C'est pas Mais ça veut beaucoup. dire c'est des gros holders. 130 millions de Bitcoin, c'est quand même pas mal. Sur une balance sheet, c'est la boîte qui l'a acheté, c'est pas les fondateurs, tu vois. Les fondateurs,
ils sont certainement, Ah! OK, d'accord. multimillionnaires en crypto. Mais de la balance sheet, c'est-à-dire la boîte a comme Tesla, ce que Tesla a fait il y a 1 semaine et demie, la boîte a acheté des crypto-monnaies. Elle s'est positionnée sur l'achat de crypto-monnaies, et elle le met sur, son actif, quoi. Hem Ouais, et mais donc cent quand tu mets en compar enfin, oui, ouais, 630 millions de bitcoins, je trouve pas ça, je trouve pas ça ouf. Enfin, ça m'interpelle pas, quoi. Si tu m'as dit: «Ouais, ils ont 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards», j'aurais pas non plus j'aurais me dit: «Ah ouais, c'est normal», tu vois? ouais, mais Sachant que il y le a la personne market qui a cap de ça. bitcoin, au moment où on parle, c'est un trillion. Ouais, Donc mais il y a personne voilà. qui a autant, enfin, en fait, ils ont pris un pari en tant qu'entreprise. C'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Tu vois, le fait Mmh. qu'une personne, genre le fondateur de Coinbase, il est dans le bitcoin depuis 2000, il a fait un post où il explique, comment il est tombé dans le bitcoin. Je pense que Brian Armstrong, c'est ça? ouais, Qui je pense que je te l'avais partagé, je sais plus trop, mais en gros, il avait dit comment vraiment il était tombé. En gros, il était, dans sa chambre d'ado, il y a genre, 10 ans et même pas 10 ans, même un peu moins que 10 ans. C'est ça le truc en fait avec Coinbase, c'est que, c'est pas un maximaliste qui est là day one en fait. C'est il a découvert le milieu, il était dedans et puis il a creusé, il a créé Coinbase, il a fait Y Combinator. Aujourd'hui, Coinbase est ce qui est Coinbase et j'ai parenthèse, j'ai vu dans une de ses interviews qu'il disait il avait eu énormément de mal à lever, son premier seed. Je pense qu'il a levé un seed qui était vraiment ridicule en comparaison avec la taille du marché, qu'allait devenir ce qui sa enfin la mission de sa boîte, quoi. mmh, Donc mmh mh. c'était assez incroyable. Vas-y, je te laisse. Et donc juste lui certainement qu'il est multimillionnaire en crypto, mais ça c'est, enfin je veux dire, c'est ses affaires. Mais le fait qu'avec sa boîte, en fait c'est pas la même chose. C'est quand tu Ouais, achètes ouais. des cryptos avec toi-même perso ou avec ta boîte, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'avec la boîte, c'est tu mets en jeu, la solidité de ta balance sheet et donc la solidité de ta boîte, de tes investisseurs, de tout le monde, quoi. Et ils indiquent Heu quand ils les ont achetés ou pas? j'ai pas OK, regardé, d'accord. possiblement, normalement, ça doit être acté, ce genre de choses, mais peut-être que tu auras l'année, peut-être que tu auras pas le mois exact, mais tu auras l'année de l'entrée dans l'actif, certainement. OK. Hem et donc voilà, ils ont 43 millions de users, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'ils vont certainement faire x10, d'ici les 5 prochaines années. Hem, Moi, j'avais eu l'opportunité de rentrer dans un secondaire Coinbase et je l'ai pas fait. Tu aimes Je vais bien raconter certainement ce genre d'histoire, hein? je vais Chaque semaine, tu certainement nous en sors regretter. une. Je vais certainement regretter et en tout cas, dès qu'ils sont publics, évidemment, quand je me place sur Coinbase, je mettrai un ticket en bourse sur Coinbase et je pense que, bon, bah, ça sera l'Amazon dans 10 ans, quoi. Je veux dire, ça Mmh. aura le même, heu, le même type d'impact Mais que pourtant, si vous en aviez tant misé au qu'utilisateur, début. tu es ultra déçu. Hem Est-ce que je suis déçu? Je suis pas déçu. C'est pas, Coinbase n'est pas fait pour moi. Il est pas fait pour moi en tant que cas utilisateur. Par contre, il est fait pour des millions d'autres utilisateurs qui sont pas comme moi et je pense pas que Non, tout mais le monde les doive cas être comme d'usage moi. dans lesquels tu avais été déçu, c'est des cas d'usage qui sont basiques, classiques, même pour tous les utilisateurs. Ah non, pas du tout. Si c'est juste pour, placer, 10 000 balles, et ne jamais plus y toucher, enfin, te casse pas le cul, fais du Coinbase, quoi. Par contre, si tu dois acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, tu dois refill. Puis tu dois renvoyer sur une autre wallet, et puis machin, et puis tu veux cash out, parce que cash out avec Coinbase, c'est aussi un bordel. C'est pas fait pour toi. Mais si tu es père de famille, que tu veux, ou même enfin, même jeune et que tu veux pas du tout dig dans la crypto, mais tu as quand même envie de mettre un billet dessus, et en fait, tu veux juste plus y penser, tu veux rien faire, bah, Coinbase, ça fait le taf, quoi. Ça fait largement le taf. Et je pense que la majorité des gens sont comme ça, en fait. Hem, donc là-dessus, je suis pas déçu, tu vois? Enfin, quand j'étais dans cette situation-là, j'étais pas déçu. Maintenant, c'est clair que j'utilise plus Coinbase, quoi. OK. Hem, donc voilà, juste la Intéressant. news, c'est sorti ça aujourd'hui. C'est C'est sorti quoi le price aujourd'hui. per share auquel ils vont sortir? Je sais pas encore. Je sais pas, je suis Ils pas ont pas annoncé? OK. si, je pense qu'ils ont annoncé, mais j'ai pas l'info. OK, Ils d'accord. doivent, ouais. Bah, puisqu'on est dans le registre des annonces, tu te rappelles, on a parlé la semaine passée, de Varda Space, qui avait levé un premier seed de 7 millions de dollars, 9 millions de dollars. Et ben, cette semaine, juste après l'annonce de SpaceX qui avait relevé énormément d'argent, quasiment 1 milliard si je me rappelle bien, il y a Axiom Space qui a levé 130 millions de dollars et Axiom, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent, la future,
Station spatiale internationale. Donc en gros, aujourd'hui, leur mission numéro un, c'est de créer un module qui vient se brancher sur l'ISS, donc l'International Space Station. Et à terme, ce qu'ils veulent construire, c'est leur propre ISS. Ils ont levé 130 millions il y a il y a une semaine, en tout cas, ils ont annoncé ça. Et je trouve ça fun. J'ai l'impression qu'il y a un momentum dans l'espace, là. Je sais pas comment ça se fait. Il y a tout le monde qui a l'air de se ruer là-dedans. Comme Mmh. si on voulait tous se barrer vite fait. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le fait qu'Elon a démontré pas mal de choses et du coup, bah, ça a donné un FOMO chez les entrepreneurs qui voulaient se lancer sur le sujet et chez certains entrepreneurs et chez certains investisseurs. Savoir que les investisseurs sont tout aussi impactés par le fear of missing out que nous. Hein. C'est pas, ils sont pas très différents. Et moi, j'ai vu plein de situations où en fait, ouais, ils sont tout aussi impactés. C'est-à-dire que ils voient que tout s'excite et du coup, ils vont dédier une partie de leur temps à ce sujet, à ce prisme où tout s'excite et ils vont prendre un pari dessus sans avoir des paramètres rationnels, juste parce qu'il y a un FOMO et les investisseurs sont aussi pris par le FOMO. Hem Et on l'a très bien vu avec on en a parlé, longuement pendant tout un épisode, mais avec les startups en Europe qui font de la livraison de food, comme Cajoo maintenant qui s'est lancé à Paris, Dija, Gorillaz, et cetera. C'est littéralement un FOMO. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui se lancent en même temps qu'il faut que des investisseurs prennent position et donc ils sont prêts à donner de l'argent sur des slides et sur pas grand-chose comme paramètre parce qu'ils se disent: «En fait, si je rate un pari, je risque de rater gros» et donc je suis prêt à perdre ce pari, mais par contre, s'il y a un upside, il est gigantesque. Peut-être qu'il y a la même chose sur le space, et du coup, ça me Balaji ça me donne disait il vaut mieux être tout le temps tôt et avoir souvent tort qu'arriver en retard et avoir raison. Et ça, enfin, j'adore ce type. ouais. Il a des paradigm shifts qui sont assez intéressants. J'avais vu ce titre, Euh, j'avais beaucoup aimé aussi. Et donc voilà, le space, OK, je savais pas. Par contre, hem, donc l'ISS, dis-moi parce que tu connais mieux que moi, c'est quoi? C'est une base, ouais, qui donc envoie des c'est fusées. Est-ce qu'elle envoie ses propres fusées? Est-ce qu'elle envoie non, les non. fusées des autres? C'est quoi son métier? L'ISS, c'est la Station spatiale internationale qui a été lancée fin des années 90, si je me rappelle bien. Je suis en train de vérifier, mais je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000. Et qui a été financé à 35-40% par les États-Unis et le reste par l'Europe, la Russie et d'autres, Japon, et cetera, le Canada, et qui a coûté en tout 150 milliards de dollars. C'est un des derniers grands sujets d'investissement international où en gros il y a eu une agglomération de pays qui n'avaient aucune raison de s'associer à la base, qui se sont associés pour faire un projet, en fait qui les dépassait un peu tous. Et donc c'est une des dernières collaborations internationales successful. Donc, elle a été mise en orbite. Tous les ans, ou enfin, à échéance régulière, elle perd des kilomètres, donc elle se rapproche de la Terre. En gros, elle descend dans son orbite et donc il faut la remonter de ça. Donc il y a pas mal d'enjeux logistiques. À la base, je pense qu'elle était prévue pour durer jusqu'en 2024 et là, elle vient d'être reprolongée jusqu'en 2030. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a personne aujourd'hui qui est capable d'en refaire une. Mais il faut ça, je pense que ça a pris plusieurs mois, années à la construire. Donc en gros, ils ont d'abord lancé un module et puis 2 et puis en fait, à la fin, c'est un énorme Lego qui s'est assemblé et en fait, c'est un endroit où les spationautes et les astronautes vont pour, tester, plein de choses, notamment des expériences, physiques sur eux, des expériences, pour des laboratoires et cetera. Donc en gros, si tu veux, Varda, c'est l'unbuilding quelque part à partir de l'ISS, de toute cette fonction de test pour des, bah, ouais, pour des universités, pour de la recherche, la R&D, et cetera. Tandis que, Axiom, c'est vraiment, l'unbuilding de la fonction vitale de l'ISS, c'est-à-dire savoir accueillir et faire vivre ensemble des gens dans l'espace. Et d'ailleurs, Axiom a été designé, alors je sais pas si c'est juste un design un petit peu dans le futuriste ou pas, mais ça a été designé par Philippe Stark, qui est un des plus grands designers, au monde, qui est français. Donc tu peux aller voir sur son site web, Stark, et c'est pas mal, Je à viens de voir l'intérieur, il y ça. a pas mal. Et donc voilà, non, mais c'était juste, en mode, petite annonce, quoi. Je trouve ça pas mal, Mmh mh. et en fait, toute la stratégie, c'est de dire que c'est marrant parce qu'on utilise le public
comme fer de lance. Donc en gros, qui c'est qui s'est occupé à lancer les astronautes dans l'espace? Qui c'est qui s'est occupé à faire l'ISS? À la base, c'est les États ou les agences gouvernementales dédiées au spatial qui se sont occupées à financer et à créer et à prendre le risque. Et finalement, l'entrepreneur, quelque part, sur ce sujet précis-là, vient prendre les rênes une fois que le risque est un petit peu assuré. Et je trouve ça marrant parce que c'est un... Alors, je ne suis pas sûr que mon analyse est juste à 100%, mais je trouve ça marrant de voir l'État comme innovateur et pas comme l'État comme agence gouvernementale castratrice telle qu'on nous la présente souvent. J'ai moi-même ce péché-là de penser de temps en temps que l'État est un frein et un obstacle qui, la plupart du temps, peut être éliminé. Or, dans ce cas précis-là, en tout cas, je suis assez fan. Et d'ailleurs, c'est l'État qui, enfin, en l'occurrence, c'est la NASA qui, une fois qu'elle délaisse la basse orbite, si tu veux, terrestre, veut aller sur la Lune, veut aller sur Mars et lance des missions régulièrement. D'ailleurs, c'est aussi cette semaine qu'il y a eu un touchdown sur Mars de la mission Ouais. Persévérance. Je ne sais pas si tu l'as suivi, c'était assez Ouais. intéressant aussi. Ouais. Donc voilà, c'était Avec la la petite première aparté, photo. le petit aparté. Ok, ok, ok. Moi, c'était Coinbase et moi, j'ai un dernier truc. Après, j'ai plus rien. Mais c'est quelque chose en lien avec notre dernier épisode avec notre ami Alex, qui nous a mis des étoiles dans les yeux. Et peut-être qu'on pourra même en parler de ça après, si tu veux. Mais en gros, Alex, il aide des artistes à display leur art sur un site internet. Et leur art, c'est de l'art décentralisé. Euh, des NFT et de l'art digital décentralisé. Et en fait, euh, on en avait parlé la semaine passée. On s'est dit, tiens, si moi j'achète de l'art, comment je peux le showcase chez moi? Et du coup, là, on s'était dit, est-ce qu'il existe des cadres virtuels, enfin des cadres physiques où je peux display des objets virtuels? Je me souviens, on avait trouvé une boîte qui s'appelle Infinity Objects, qui te permet de faire ça. Petit cadre où si tu as, je sais pas moi, un GIF, que tu as fait un GIF ou GIF pour les puristes, et que tu l'as créé ou bien tu l'as acheté ou peu importe, et tu as envie de l'afficher dans ton salon, dans ta salle de bain, bah, tu l'importes dans ton cadre, dans l'écran. Bon, c'est une espèce de tablette, tu la colles chez toi et en fait, tu as la vidéo qui tourne en boucle. Et donc, c'est ton art digital, il s'affiche. Euh, et là, et là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec les NFT? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un cadre qui affiche les NFT que tu as dans ton portefeuille? Sachant que les NFT, normalement, sont liés à un wallet et que tu pourrais faire en sorte de brancher ce wallet sur une tablette quelconque, un écran télé, peu importe, qui est dédié à ça et pourrait du coup, dans ton salon, bah, showcase les NFT que tu as dans ton wallet. Euh, et donc, il y a Infinity qui fait ça, mais c'est pas fait pour les NFT, c'est fait pour l'art digital tout court. Et j'ai pas trouvé. Je sais qu'il y a Sean de My First Million qui a cherché aussi. Euh, j'ai parlé avec lui sur Twitter et je lui ai envoyé les ressources que moi j'avais. Je pense qu'il va en parler dans un des podcasts. Et, euh, et moi, j'ai pas, à part Infinity, je connais pas autre chose. Et du coup, il attend que quelqu'un le fasse. Je pense qu'il est même prêt à investir dans une boîte que quelqu'un, enfin, si un de ses auditeurs qui va le faire, il sera certainement prêt à investir dedans. Et j'ai eu quelqu'un qui écoute le podcast, qui a écouté notre podcast avec Alex et qui a eu exactement ça, s'est dit, mais merde, moi j'aimerais bien showcase aussi des NFT, comment faire, qu'est-ce qu'il existe. Et je pense qu'il y a une grosse opportunité là-dessus. J'ai pas d'autres remarques là-dessus, je pense juste qu'il y a une opportunité là-dessus. Et alors, j'ai découvert une autre boîte que je connaissais pas, peut-être que tu m'en avais déjà parlé, je suis pas sûr, mais le nom me disait quelque chose, mais je connaissais pas, c'est Terra Virtua. Je sais pas si ça te dit Mhm. quelque chose. C'est Ouais, bah, un, c'est un musée digital en gros. C'est un musée digital où tu peux afficher tes NFT. Donc tu downloads le software et en gros, tu as accès à un musée et tu peux aller mettre tes cadres, mettre tes statues virtuelles et ce genre de choses. Et je pense que d'autres personnes peuvent voir ton musée. Et il y a même un musée public, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et, et je pense que les Terra Virtua, j'en ai vu 4-5 cette semaine. Juste après l'épisode avec Alex, comme par hasard, j'en ai vu plein passer. Et je me dis, il y a aussi une grosse opportunité sur le sujet des musées virtuels.
C'est vraiment les musées virtuelles, c'est vraiment la fausse bonne idée, je trouve. C'est vraiment genre, c'est le truc où tu sais quand on te dit ça, tu fais: «Ah, quelle idée de génie!» Et puis tu dis: «Non mais en vrai, c'est quoi la problématique? Qui a besoin de ça? Qui est prêt à payer pour ça? Sous quelle forme le produit va prendre vie?» Tu vois? C'est typiquement le genre de truc où intuitivement tu dis: «Ah, c'est une bonne idée» et puis, sur le marché, tu vas voir le truc et tu te rends compte qu'il y a personne qui est prêt à acheter ça, que c'est mort, tu vois? Et en fait, les NFT, c'est un peu le coup, l'injection, le coup de seringue qui vient d'adrénaline, qui vient mettre ça ce type d'idée et qui en fait te dit: «Ah, en fait, peut-être que maintenant il y a un cas d'étude» et un cas d'étude concret où les gens sont prêts à payer. Hem et c'est fou comme, et donc là, ça sort un peu de ces idées-là, mais je me dis: «C'est fou comme des fois, le momentum, c'est tellement» pas le momentum, mais le time to market, c'est tellement important d'avoir les idées au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup trop. C'est que des fois, on vous push même toi, tu as des idées, moi j'ai des idées ou on nous push des idées, ce genre de choses et tu te dis: «OK, ça a l'air bien, mais est-ce qu'il est là au bon moment?» Tu vois? Et là, en l'occurrence, c'était des idées je crois que Virtua, ça fait plusieurs années, je crois que ça existe, je suis pas sûr. Mais je sais que j'avais déjà vu un musée virtuel il y a 4 ans et je m'étais dit: «Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là?» Tu vois? Ils vont jamais faire de thunes et là, maintenant, ils ont un use case, en fait, aussi ils peuvent faire de l'argent. Ils peuvent faire de l'argent et beaucoup d'argent même. Et donc le time to market, c'est tellement important et donc je voulais juste parler de ça. Je sais pas si toi, tu as des exemples? Là, la crypto, c'est un peu c'est flagrant. C'est flagrant que tu es dans le bon au bon moment, là. Si tu veux lancer un truc sur les cryptos, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, il fallait le faire il y a 3 ans en sous-marin et faire peut-être plusieurs projets tests et en 2020 lancer le truc, qui n'est pas un projet test, mais vu que tu as récolté de l'expérience, du réseau et du capital, bah, maintenant tu peux te permettre de faire quelque chose de plus gros. Mais si, ton deuxième coup de chance, ton deuxième meilleur coup de chance, c'est aujourd'hui. Heu et du coup, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle de ça? Est-ce que tu as des remarques là-dessus? Je sais pas. Ouais, alors c'est tellement vrai et là, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête, 2-3 exemples. D'abord, le comme tu dis, le muséum, en fait, c'est un raisonnement qui est basé sur une analogie. C'est-à-dire que tu trouves quelque chose qui existe dans le monde réel, c'est-à-dire les musées et tu te dis: «OK, bah, il y a des nouvelles œuvres d'art qui arrivent sur le marché, il y a pas de musée pour les displayer, allons créer un musée». Donc tu raisonnes par analogie. Or, et c'est le truc le plus difficile qu'on s'efforce de faire, mais c'est de raisonner le moins possible par analogie, mais plus par principe de ba 1er. Et quand tu raisonnes par principe premier, bah, en fait, tu te poses des questions qui sont, bah, en fait, c'est quasiment des questions épistémologiques. Tu te demandes: «OK, comment ça se fait que les musées, sont arrivés dans le monde qu'on connaît?» Et après, en cherchant un peu, tu te rends compte que la plupart des œuvres d'art dans l'histoire de l'art ont toujours été, gardées chez les privés. En fait, c'est un phénomène qui est très récent, enfin, qui est très récent, qui date du siècle précédent et pas d'avant, en fait, de display, son art, de le prêter à un musée qui le garde et cetera et qui en échange s'occupe de la conservation et cetera. Donc c'est un phénomène qui est très récent, je pense. Après je suis pas du tout un expert, là-dedans. Et en fait, en tout cas, disons que c'est la bonne façon de réfléchir, c'est de se demander: «OK, pourquoi est-ce que les musées sont arrivés, sur terre? Comment ça se fait? Selon quelle explication?» et cetera. Et en cherchant comme ça, tu trouves peut-être, en fait, que finalement, c'est peut-être pas un musée qu'il faut faire aujourd'hui, mais tout simplement, comme tu l'as dit, un display d'art à la maison, pour soi. Et je pense qu'il y a déjà eu pas mal d'initiatives là-dedans, mais pour des je pense que c'était, attends, je me rappelle plus du nom, mais je pense que c'était chez Sotheby's qu'ils avaient fait, en gros, un cadre TV ultra fin, que tu posais sur ton mur, et on pouvait penser que c'était une œuvre d'art encadrée dans un cadre classique, tu vois? OK. Et qui du coup displayait, bah, des reproductions. Donc ça, peut-être qu'il faudrait aller chercher là-dedans. Et les 2 autres exemples que j'avais en tête où tu parles de, time to market, il y a quel et moi, c'était quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte à quel point la ville était polluée, à plein d'endroits, et je me suis dit: «Putain, en fait, il faudrait un masque», tu vois? Et je revenais en plus de quelque part de mon expérience en Chine et où là-bas, tout le monde portait déjà des masques de base dans la rue quasiment, tu vois? Et je me dis: «Putain, il faudrait un masque, c'est dégueulasse, patati patata, quelle est l'expérience? Quel est le masque qu'on pourrait inventer?» et cetera, tu vois? J'avais commencé à réfléchir à ça, Mmh. puis j'étais tombé sur un producteur de masques qui s'appelle Airpur. Je sais pas si tu connais, tu as Ouais, ouais. sans doute déjà dû te faire, targeter parce qu'ils font plein de Pendant le pubs à covid, Paris. je l'ai vu passer plein de Ouais, coups, ouais. et ben voilà, et ben tu vois, eux typiquement,
ils ont eu énormément de chance. Alors après, ils faisaient juste un masque pour la pollution, de la route. Donc quand tu es en moto, ils visaient les motards et ils se disaient: «OK, les motards, ils respirent les gaz, d'échappement de toutes les voitures sur la route et cetera, c'est dégueulasse. Mettons-leur un masque» et cetera. Ben, je suis sûr qu'eux, ils avaient déjà sourcé, ils avaient déjà la supply chain, ils avaient déjà, les producteurs capables de créer très rapidement un masque et en plus, ils avaient déjà étudié, à mon avis, toutes les problématiques de port du masque, tu vois? Est-ce que tu le fais passer Mmh. en bandeau? Est-ce que tu le mets derrière les oreilles et cetera? Et donc ils avaient un avantage comparatif énorme, par rapport à quelqu'un qui, décidait juste de créer un masque parce que le covid arrivait, tu vois? Et donc ça, je trouve ça assez fort. Je sais pas s'ils ont surfé dessus ou pas, donc peut-être qu'il faudrait regarder ça. Et le meilleur pour moi, time to market, c'est quand même la passion. Et je voulais trop inviter Justin, Matekovic ici sur le podcast parce que, il est trop fan de Sorare et Sorare vient d'annoncer aujourd'hui qu'il levait, je pense que c'est 50 millions ou 40 millions, avec les plus grands fonds avec les plus grands fonds et les plus grands VC, notamment Gary Vee. Il y Gary a Vee est à fond dedans, il vient d'acheter des ouais, Mbappé, ouais, à ouais. donf et ouais. Il y a aussi Antoine Griezmann qui a investi dedans, le joueur de foot. Enfin, tu vois, donc, en gros, eux, il y a un an et demi, moi, j'aurais pas mis un copec sur eux parce que d'abord parce que j'aime pas le foot, tu vois? Alors, tu Mais dis ça, mais de nos premiers épisodes, on parlait, ouais, de on a parlé de FIFA, des ça. cartes et moi je crachais dessus en mode: «Ouais, en vrai, c'est nul, qui achète ça?» machin truc. Bon, maintenant je ferme ma gueule parce que parce que voilà, parce que tout le monde achète maintenant, et donc en fait, c'est Ouais, qu'il y a c'est parfait, c'est parfait, quoi. mais en fait, là, ils ont du coup, eux, ils ont le marché en poupe. Pourquoi? Parce que les NFT explosent suite à l'exposition de la DeFi, de la blockchain, et cetera, suite, au covid et patati patata. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'eux, ils se sont lancés, je pense, en 2017-2018, dans ces eaux-là. Ils étaient 2 à la base. Je pense que d'ailleurs, il y a une partie de leur infrastructure qui était faite sur Ruby on Rails à la base, tu vois? Parce qu'un des types, je pense qu'il avait fait le wagon, mais je suis pas sûr de ce que je dis là. En tout cas, pour la partie wagon, je suis pas sûr. En tout cas, Ruby on Rails, ça, je suis sûr. Et mon pote Justin, qui est fan de foot, tu vois, il a commencé à investir et à jouer à ce jeu-là, en fait, il y a longtemps, finalement, tu vois. Et en fait, il a eu un time to market énorme, juste parce qu'il était fan d'un jeu que moi, je ne trouvais pas du tout intéressant à la base. Mmh. Et que je trouve d'ailleurs toujours pas intéressant, à part d'un point de vue spéculatif, peut-être. Et donc, euh, et donc voilà, je trouve ça fou. Donc, le meilleur time to market, finalement, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de trouver des trucs qu'on aime vraiment faire, même si ça paraît pas grand public à la base, quoi. Et puis un Mmh. jour, C'est comme les cartes Pokémon. La collection des cartes Pokémon, c'est pareil. Il y a plein de personnes là qui collectionnaient des cartes Pokémon pendant des années. Et puis ces 2-3 dernières années, les cartes Pokémon ont fait x10, x30, x50 en prix. En fait, bah, c'était un bon plan de collectionner tes petites cartes, de les conserver et d'en parler partout autour de toi et quand les gens prennent pour un fou, quoi. Il y avait un YouTuber qui était comme ça que je regardais l'année passée quand je m'intéressais aux cartes Pokémon. Il disait: «Ça fait, presque 6-7 ans que je collectionne des cartes Pokémon. J'en ai même perdu une meuf, parce qu'elle me prenait pour un fou et j'ai dépensé tout mon fric là-dedans et bon, bah, maintenant il a une chaîne YouTube où il a plus ou moins 100 000 abonnés, et il vit, du sponsoring et du fait qu'il rachète des cartes au bon moment parce que vu que maintenant il comprend exactement bien le marché des cartes Pokémon, il sait quand il faut acheter, il sait qu'il y a une hype et donc il sait quand il faut vendre et genre il en riait, il en pleurait à la fois, quoi. Il se disait, «Putain merde, quoi, personne me croyait et ma passion a fait qu'aujourd'hui, voilà quoi, c'est parfait maintenant. mais tu sais pas Hem, quoi? Le truc des Pokémon, je pense que ça devient un mème sur notre podcast parce qu'il y a plein de gens qui viennent me trouver en me disant: «Ouais, j'ai entendu dans ton podcast que Jedi, il parlait des cartes Pokémon et ça.» Même mon père allait me trouver en me disant: «Est-ce qu'on a encore des cartes Pokémon à la maison?» Tu vois? J'étais là, mais enfin, tu vois? C'est ouais, marrant, ça marque les gens, en fait. C'est super de marrant. ouf, de ouf et ouais et moi j'ai plein de messages aussi de ce type-là et il faut vraiment vous rendre compte que c'est important d'avoir une carte de bonne qualité, et non seulement de conservation, mais de production. Je le répète encore, je l'avais répété à cet épisode-là, mais c'est pas parce que quand vous étiez petit, vous aviez des milliers de cartes Pokémon que vous êtes riche. Ce qui compte, c'est que votre pote carte Pokémon, enfin, vous ayez déjà des cartes Pokémon rares, dans la bonne langue, savoir que toutes les langues se valent pas. L'anglais se vaut plus que tout. Puis vous avez le français, l'espagnol et l'allemand, je pense. Et vous avez le japonais quelque part entre tout ça. Et puis, il faut que la carte soit en très bon état. Mais quand je dis très bon état, c'est très très bon état. De quelques égratignures à quelques plis, le prix peut dégringoler. Et il faut aussi qu'au niveau de la production, elle ait été bien produite. C'est-à-dire que quand une carte est produite, il y a des défauts. Il y a sur la lignée, s'ils produisent 1000 Charizard, 1000 Dracofeu,
il y a peut-être des défauts de production et le défaut de production, c'est par exemple que le cadre, tu sais, les cartes Pokémon, sur les côtés, il y avait une banderole jaune. En fait, si le cadre est un tout petit peu décalé de quelques millimètres en haut, en bas ou quoi, et ben, en fait, ça, c'est comptabilisé comme un défaut de production et donc le prix chute. Et donc, il faut une carte qui soit parfaitement bien positionnée, sans défaut et en bon état, et qu'elle soit rare. Donc, tu vois que ça fait beaucoup de paramètres, quoi. Et donc, c'est pas parce que vous aviez des cartes que vous êtes riche. Par contre, ça vaut quand même le coup de regarder. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à Sorare, par rapport à tout cet écosystème de NFT, etc., un des points les plus intéressants qui m'a été soulevé justement par Justin, c'est que lui, sa théorie, et je pense que c'est tout à fait valide, c'est de dire que ces boîtes-là créent des écosystèmes qui ont plus de valeur que la boîte, si tu vois ce que je veux dire. Mmh Donc en mh. gros, Sorare, bah là, elle vient de lever 50 millions, donc j'imagine qu'ils sont valorisés à, je sais pas moi, je sais pas comment tu calcules ça, mais je sais pas, peut-être 100 ou 200 millions, je sais pas, hein, je dis C'est ça une au hasard série comme A? ça. Ouais, c'est la plus grosse série A de France d'ailleurs. OK, je sais pas, ils ont Euh, peut-être lâché, je sais pas, 35-40% sur la série, bah, 30 peut-être sur leur série A, donc tu fais x3. ok, Bon, donc 150, 200. Ok. je sais pas, j'en sais rien, je fais déjà à la Ouais, louche, mais enfin je on pense s'en que c'est fout, ça. on s'en fout. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu veux acheter toutes les cartes de NFT qui sont émises par Sorare, aujourd'hui, ça vaut, enfin, la dernière fois qu'on en avait parlé, ça valait en tout 30 millions. Donc rien du tout comparé à la valorisation de la boîte. Mmh. Mais je pense que c'est deux cours qui vont rapidement se recroiser dans l'autre sens, tu vois. Donc finalement, Sorare va aller peut-être, je sais pas, ça vaudrait peut-être un jour 1 milliard. Mais tandis que toutes les cartes, tous les joueurs de foot, et ils vont sans doute s'étendre sur d'autres jeux internes, tu vois, j'en sais rien, émises par Sorare, les NFT en tant que tels auront beaucoup plus de valeur que la boîte. Et donc aujourd'hui, en tant qu'investisseur, et c'est pour ça que la dernière fois que je posais la question à Alex, c'est peut-être des fois plus intéressant et en plus beaucoup plus liquide d'investir non pas dans les actions de la boîte de façon traditionnelle, mais bien sur les tokens slash les NFT produits par la boîte. Ça, je trouve que c'est une approche intéressante et qui probablement n'est pas flairée par beaucoup de gens. Il y a des gens comme Blackpools qui ont l'air de se lancer Mmh. là-dedans. Et Ouais, d'ailleurs, dans les investisseurs de Blackpools, il y a des investisseurs de Sorare. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont cette théorie-là, qui la mettent en pratique, et je trouve ça super intéressant de se dire clairement. qu'il y a peut-être une opportunité géniale pour des gens un peu plus malins et un peu moins mainstream de se lancer vraiment dans de l'investissement pur euh, sans passer par des canaux traditionnels. Voilà. Mmh. Clairement, clairement, clairement. Est-ce que moi j'ai pas d'autres sujets, qu'est-ce que tu as fait cette J'en ai un. semaine? Tu as creusé un peu sur les NFT, tout ça? Ou vas-y, si tu un autre sujet, vas-y, on parle d'autre Ouais. chose, parce qu'on parle Alors, beaucoup juste de pour terminer la parenthèse des NFT, moi, je suis en mode FOMO à mort, dans le sens où euh, il y a énormément d'opportunités. Et comme tu l'as dit, il y en a trop. Donc, en gros, les NFT connaissent un tel boost que maintenant, tu arrives à faire, tu vois, l'époque où on disait c'est le Uber des livres, c'est le Uber, je sais pas ouais, moi, de l'hospitalité, tu vois, j'en sais rien. Et ben en fait, là, je vois des trucs pour les NFT partout, tu vois. Je me dis, ah, putain, on peut faire un NFT de ça, tu vois. C'est vraiment l'étape un peu. Je suis comme un petit chien tout excité face à la baballe, et puis à un moment, l'excitation va retomber, et là, les bonnes idées vont rester, je pense. Donc là, c'est un petit peu comme. Bah, je pense que c'est pareil de ton côté, là, on explore plein de choses. Euh, Autre point, l'app Dispo dont j'ai parlé la semaine passée a été valorisée à 200 millions. Ils viennent de refaire un tour de table. C'est n'importe quoi. Je pense qu'ils ont moins de 20 000 utilisateurs. mmh. Donc, Clubhouse, je me hein. dis Clubhouse, exactement le même modèle. exactement, Clubhouse, je me souviens quand ils avaient levé, j'avais un insider, quelqu'un qui avait les chiffres et qui était un des premiers utilisateurs qui me disait: «Ils ont 7 000 users». Tu dis: «Mais c'est aucun sens», tu vois? Ouais. Et mais en fait, si, ça a du sens, mais ouais. Là, j'avais mon gros sujet du truc. Je sais pas si on a le temps, je le garde pour la semaine Vas-y, pro. T'en penses quoi? vas-y, balance, balance. C'est le dernier sujet, mais vas-y, balance. Ok, merci. Merci de me laisser parler. Euh, Tu connais genius.com? Genius.com? Génie au pluriel.com. Non, Donc, en non. gros, je me baladais, on parlait des NFT, de ça. Je me baladais tout à l'heure sur OpenSea. Donc, OpenSea, c'est une marketplace de NFT, donc qui vend et qui permet de créer des NFT. Euh, et j'ai vu qu'il y avait un drop organisé par OpenSea et Genie.com. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi Genie? Qu'est-ce que c'est, etc.
Et en fait, Genie, c'est un programme à la base qui est pour tout le monde, mais maintenant ils ont l'air de se recentrer. Donc c'est un programme qui permet de créer ton avatar. Donc on connaît tous, c'est Bitmoji, et cetera. C'est la même chose. Donc tu viens sur Genie, tu peux télécharger l'app sur ton téléphone, et tu crées ton avatar et en gros, tout leur business tourne autour du fait de t'aider à créer un avatar tellement customisé qui te ressemble à 200 mais toujours sous la forme d'un avatar et en plus qui est vectorisé et en 3D. Donc en gros, tu peux le mettre dans tout un tas de situations, tu peux l'animer, enfin eux peuvent créer des situations dans lesquelles il peut être facilement animé. Donc en gros, ils ont créé un asset énorme, c'est les NFT de plein de gens. Et ces NFT, tu peux les utiliser sur toutes les plateformes. Donc en gros, ils ont ce qu'ils appellent un SDK qui est utilisable sur sur le maximum le plus de plateformes possible. Et en gros, tu peux envoyer ton génie sur Messenger, tu peux l'envoyer sur WhatsApp, etc. Donc en gros, ils sont intégrés avec plein de plateformes. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que cette année, il y a eu 100 milliards d'investis dans les digital items. Donc, par exemple, sur Fortnite, quand tu achètes un skin, c'est un digital item, etc. Donc, il y a les chiffres exacts, c'est qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui ont acheté pour 100 milliards en tout de digital items. Et ça, je trouve ça digital goods aussi. Donc, en gros, je trouve ça super intéressant. Et l'approche qu'ils ont pris récemment avec Genie, que je trouve génial, c'est que en gros, ils ont créé les avatars officiels de toute une série de stars. Donc en gros, aujourd'hui, tu as Cardi B, tu as Justin Bieber, tu as des joueurs de foot, tu as des joueurs de NBA, etc., qui sont passés par la branche service de Genie pour créer sur mesure, en interne, in-house, leur propre avatar. Et cet avatar-là, en fait, après, ils peuvent l'utiliser dans tout un tas de situations de façon scalable. Typiquement, je pense que c'est Vibe, l'application de Trotty, tu vois, c'est ça, hein, il y a une application qui s'appelle Vibe. Non, je me Vibe, trompe je sais peut-être. pas. C'est Euh, possible. Vibe, c'est une banque. Je connais une banque qui s'appelle Vibe. non, Bird, pardon, Bird, pardon. Bird, ok. Ok. Donc Bird a voulu se lancer dans plusieurs villes aux États-Unis. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se lancer et faire du marketing d'influenceurs, etc. Eh ben, ils ont créé une trottinette en 3D et les gens de chez Genie ont intégré chacun des influenceurs qu'ils avaient sur leur plateforme sur la trottinette. Alors, en fait, là, tu peux comparer deux modèles qui ont le même résultat à la fin, mais qui ont des coûts complètement différents. Donc, le modèle 1, c'est le modèle traditionnel où, en gros, c'est Bird qui va trouver les influenceurs ou qui passe par une agence qui s'occupe d'influenceurs. Il leur envoie une trottinette. Il doit y avoir un tournage, un montage, et ensuite une validation par le marketing, et puis ensuite une distribution marketing sur tous les réseaux. Versus le modèle Genie, où, en gros, Vibe contacte Genie et fait un deal avec Genie, et c'est Genie qui, avec l'accord des influenceurs, je sais pas comment comment ils s'arrangent d'un point de vue répartition du coût et du deal, etc. Mais en gros, ils font un deal ensemble et en une journée, ils peuvent designer chacun des influenceurs sur une petite trottinette. Et du coup, en fait, le coût est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus scalable. Et je trouvais ça super intéressant. Aujourd'hui, ils ont relevé récemment 40 millions. Donc, en gros, ils sont ultra bien valorisés. Et ils sont en train de lancer aussi, Genie, une marketplace où, en gros, quand toi, tu as un avatar chez Genie, tu peux, par exemple, et ils ont fait un partnership exclusif pendant quelques années avec Gucci, tu peux acheter des digital goods Gucci et les mettre sur ton avatar. Et après, Ça tu me peux fait mettre penser cet à avatar Second partout. Life. Oui, bah c'est du Second Life, sauf que c'est du Second Life qui est un peu portatif. Donc, tu peux vraiment l'utiliser sur toutes les plateformes, etc. Et pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Parce que du coup, je pense beaucoup à la crypto en ce moment. Et je me disais, en fait, tu vois, nos adresses ETH, etc., finalement, la seule personnalisation qu'on peut avoir sur nos adresses ETH, ben, c'est mettre par exemple jedi.eth au lieu Ouais. de OX, enfin 0x, Ouais. etc. Et je trouvais ça marrant de se dire, OK, peut-être qu'un jour, nos adresses seront personnalisées avec nos Bitmoji ou nos génies, je ne sais pas comment on appellera ça, nos avatars en tout cas, et qu'on pourra utiliser ces avatars-là partout, qui seront portatifs. Euh, et ça m'est la conclusion que j'ai eue par rapport à tout ça. Et je parlais tout à l'heure des principes premiers. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est un petit peu, peut-être un petit peu perché, mais je me suis dit, à ton avis, là je te pose la question, à ton avis, quelle est la KPI Facebook
qui est la plus souvent, qui a le plus de traction? Enfin, quand je parle de KPI, quelle est la mesure qui a le plus de traction chez Facebook ou chez Instagram, et cetera? Moi j'ai un avis, c'est tu mets en dehors de ça la messagerie, et cetera. Donc vraiment sur le produit Facebook, tu vois, tu te rappelles, de la vidéo où Jean parle de primitive, d'enabler, et cetera. À base, la Ouais. primitive de Facebook, c'était le wall. Donc en gros, les gens, il fallait que le wall dans le produit Facebook soit le mieux designé, le plus utilisé, et cetera. C'était vraiment ça sur lequel Facebook était concentré. Bah, moi, je pense qu'il y a un truc qu'on prend pour acquis, dans le produit Facebook, dans le produit Instagram, et cetera, c'est le fait de pouvoir changer tout le temps de photo de profil. Et ça rejoint OK. complètement. Et donc, alors je suis désolé, c'est un peu perché, mais si on lit les deux, en fait, probablement que une des features Facebook, une des features Instagram et une des features d'Internet qu'on prend le plus pour acquis et qui a le plus d'importance à nos yeux, c'est le fait de pouvoir mettre une image sur notre nom ou sur notre adresse ETH ou sur notre identifiant, tu vois. Et je pense que dans le futur, c'est un truc sur lequel il va y avoir le plus de produits et quelque part, Génie, etc., c'est à cette feature-là qui s'attaque. En fait, c'est la feature de comment est-ce qu'on fait pour représenter un être humain sur Internet. Et je trouve ça intéressant de se dire que bah, c'est peut-être un endroit où il va y avoir énormément d'innovation dans les années à venir Mmh, 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 et mmh. que à terme, des génies, etc., il y en aura plein. Il y aura des mondes différents. Tu pourras avoir, parce que là, eux, ils sont un petit peu cartoon. Peut-être que tu auras des trucs en mode, je sais pas moi, japonais ou, Mmh, 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 enfin, mmh. tu vois, donc en gros, tu auras tout un univers qui sera autour de ça, qui sera 100% concentré sur, OK, comment est-ce que je fais pour satisfaire l'être humain qui a envie de se représenter sur Internet? Autrement que par une photo de profil classique que nous, on utilisait. Je pense que d'ici 20 ans, probablement, plus personne n'utilisera une photo de profil qui représente vraiment sa tête, tu vois. Mmh, mmh, Ce mmh, sera une photo mmh, de mmh. profil. Avec des lasers dans les yeux. Ouais. Mais non, mais moi, je trouve, par rapport à ce qu'Alex disait sur les idées de quoi lancer dans la crypto, il y avait le fait, par exemple, qu'on est tous propriétaires d'un wallet, toutes les personnes de la crypto, et peut-être qu'on pourrait créer des interactions sociales en fonction des wallets et des interactions qu'il y a avec nos wallets. Et je trouve en tout cas que l'identité de chacun représentée dans le monde de la crypto, c'est intéressant. Surtout, par exemple, moi, j'ai acheté mon nom de domaine jedi.eth. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Je sais que, par exemple, maintenant, tu peux rediriger ton nom de domaine sur ton wallet. Donc, par exemple, Alex fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu demandes à Alex, c'est quoi ton wallet et comment je peux t'envoyer 10 Ethereum, mais il ne t'envoie pas un hash, donc 0, 6, X, machin, truc, truc, truc. Il t'envoie Alex masmej.ethereum. Et en fait, tu peux directement, en mettant cette adresse-là, lui envoyer de l'Ethereum, tu vois, parce qu'en fait, il a lié son wallet à son nom de domaine. Et je pense qu'il y a, et, en fait- et pour le coup, ça personnifie son wallet. Et je pense que sur la personnification de notre wallet, il y a énormément de choses à faire. Et peut-être qu'un jour, plus notre wallet est composé de tokens différents et de montants d'argent différents, plus notre Bitmoji sera customisé différemment. Tu vois, par exemple, j'en sais rien. Tu vois, genre, par exemple, ton wallet, si tu as plein de sushis, bah, ton Bitmoji sera inondé de sushis. Tu vois, j'en sais rien. Mais ça doit être Mais beaucoup trop drôle. imagine que demain, tu crées, il y a un génie qui est décentralisé, un génie-like qui est décentralisé, et toi, Jedi, tu peux aller acheter euh, une moustache, un petit visage, et puis ensuite des vêtements Gucci ou des vêtements ETH ou un Bitcoin suit, tu vois, comme on en parlait la Hmm. dernière fois, et que ce soit relié à ton portefeuille sur la blockchain, et qu'en gros, toute personne qui va sur jedi.eth verra cet emoji-là, tu vois. Je trouve Ouais. ça pas mal, en fait. Je suis sûr qu'un jour, alors, en tout cas, le sujet de est-ce que cette feature de la représentation de notre être sur Internet sera un produit à part entière, ça j'en suis sûr à Mais 100%. déjà, ça, par contre, ce que tu viens de dire, à mon avis, c'est super faisable. Ça va pas être très compliqué. C'est-à-dire de dire que tu peux aller sur jedi.eth. Jedi.eth, il est lié au wallet de jedi.eth. Et vu que dans le wallet de jedi.eth, il y a le coin Sushi, il y a de l'Ethereum, et il y a 10 autres coins, et bien en fait, sur mon site jedi.eth, il y a une représentation graphique fun de quoi est composé mon wallet. Tu vois. Par exemple, ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait un petit Bitmoji Jedi avec une casquette sushi, parce qu'en fait, il y a du sushi dans mon wallet et qu'en fait, ça se fasse automatiquement. Ça, à mon avis, ça va pas être très complexe. Et c'est typiquement le genre de petit side project qui peut très vite. Tu vois, je trouve pas ça. Enfin, techniquement, je pense pas que ça doit être très compliqué à faire. En fait, tu détectes un wallet, tu détectes ce qu'il y a à l'intérieur, tu attribues une variable en fonction de ce qu'il y a dans le wallet, et en fait, tu attribues la variable au bonhomme.
Et, et, euh, et, euh, et ouais, je pense pas que ça doit être très complexe à faire. Je vois par exemple sur la visualisation d'un wallet, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, si j'ouvre mon wallet, j'ai plein de tokens et, et en fait, tout ce que je vois, c'est un nombre et un pourcentage. Je vois que le token, il a augmenté de X% ces dernières 24 heures. Et je vois en dollars, ça représente quoi et c'est le nombre de tokens que j'ai, genre 50 sushis. Tu vois. Je trouve, par exemple, tu pourrais faire un visualization wallet où, en fait, c'est simplement un site où tu connectes ton wallet et ça te met une map cartoon, par exemple, avec s'il y a beaucoup de sushis, ben, il y a beaucoup de sushis. S'il y a beaucoup de je sais pas quoi, ben, beaucoup de je sais pas quoi. Et en fait, tu peux visualiser euh, ton playground, quoi. C'est-à-dire ta landscape, elle est composée de quoi en fait, de quel type d'arbre, etc. Tu vois. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais en tout cas, je Non, pense mais que mais il y a moyen de s'amuser sur la visualisation visuelle fun d'un wallet. Et je trouve qu'au niveau marketing, ça peut devenir un peu viral. En mode, tu vois, si demain, il y a un wallet à 1 million, d'un mec qui a 1 million de dollars dessus, il a 250 000 euros de sushis et de je sais pas quoi, et qu'en fait, quand tu vas sur son Ethereum, tu vois qu'il y a une piscine qui est remplie de sushis, et qu'en fait, elle fait 25% de son portefeuille, alors que dans la tienne, il y a genre 3 sushis, tu vois. Il y a moyen de s'amuser comme ça. Et tu vois, moi, si j'ai une piscine avec un tiers de sushis, évidemment que je la partage, tu vois, ça va être trop drôle. Mais juste, je veux dire, il y a moyen sur la visualisation du wallet et surtout sur comment on peut lier le wallet à qui on est. Il y a moyen de faire de belles choses. Il y a moyen de s'amuser. Je trouve qu'il y a un truc social sur lequel il y a moyen de s'amuser. Mais voilà, juste, c'était un peu et brainstorm un peu à la con comme ça, ce que j'ai balancé, mais il y a moyen de non, s'amuser, je non, pense. non, mais attends, c'est ça qui est marrant. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment la fonction partage. C'est-à-dire que si tu, par exemple, avec un pote, c'est un truc sur lequel, enfin, moi, je t'envoie des fois un screenshot de mon portefeuille et je le partage des fois avec d'autres gens qui me demandent, ouais, t'es sur quoi pour le moment, etc. Tu vois, et on se partage avec le pourcentage et le ticker, tu vois. Et ça nous permet en fait de voir un petit peu comment est-ce qu'on est par rapport aux autres, tu vois. Sauf que je le fais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois parce que c'est relou et que c'est un petit peu intrusif et j'ai pas envie d'être intrusif par rapport aux autres, etc. Tu vois. Mais une visualisation graphique fun du truc, bah, ça me permettrait de le faire très régulièrement en fait, tu vois, et même le faire sur Twitter, Ouais. puisque c'est pas non plus exact, mais ça donne une indication, tu vois. Et après moi, si tu sais que j'ai écouté l'autre jour l'interview de Sushi de OX Maki sur Défi France, et il disait qu'il a 200 000 sushis par mois dont il peut choisir de façon discrétionnaire l'utilisation. C'est l'équivalent de 3 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc tous les mois, il peut distribuer 3 millions d'euros de valorisation à des gens de façon discrétionnaire s'ils aident le projet Sushi. Bah, typiquement, si j'étais un dev moi aujourd'hui, je prends mes clics et mes claques, je me barre de ma boîte et je vais travailler sur des projets open source comme Sushi. C'est sûr et certain. Et tu vois, en fait, le problème, c'est que. Et on pourrait très bien, nous, faire ce team-up avec un ou deux devs et pusher des projets pour Sushi, pour l'écosystème Sushi, et être rétribué de façon mais, quasiment malhonnête en Sushi, tu vois. Et en fait, ton Sushi, en plus, prend de la valeur vu que tu apportes de la valeur au projet. Donc, Ouais, c'est hyper ouais, lié. Tout le monde ouais. les incentives sont malades. Et je comprends. En fait, je comprends pourquoi ça fait chier des gens comme Uniswap ou des boîtes un peu plus, des boîtes 100% centralisées, de se dire qu'en fait, ils ont une force de frappe qui est gigantesque, quoi. Non, non. Je sais pas. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je veux l'avoir sur le podcast, avec Smaki, c'est pour qu'il explique à quel point leur modèle il est disruptif, en fait, par rapport à la façon traditionnelle de construire un produit. Mhm. Mais ça, c'est incroyable. J'en avais parlé sur le Clubhouse, mais il y a une boîte d'ailleurs qui est supportée aussi par Sushi, qui s'appelle Bao. Et pareil, le mec, il m'avait proposé, à l'époque, c'était 50 dollars en équivalent de Bao pour traduire sa page, son GitHub, c'est GitHub où il avait mis sa page support, où il expliquait en gros comment fonctionnait Bao. Il m'avait proposé de la traduire en français pour 50 dollars. C'est pas que j'ai pas accepté, c'est que j'ai plus lu son message, j'ai skip. 2 mois après, ça valait 6500 dollars. Et genre, j'étais là en mode, j'ai vraiment loupé la traduction de 3 pages pour 6500 dollars. Tu vois, je me suis dit, putain, t'es vraiment con, tu vois. Je me suis dit, c'est vraiment débile à pas avoir accepté et le faire pour 50 dollars, tu vois. En fait, c'est juste quand j'ai vu 50 dollars, je me suis dit, ouais, je sais pas, je verrai après, tu vois. Et en fait, je l'ai jamais fait. En fait, j'aurais dû le faire.
Et c'est vrai que leur modèle de, bah, tu fais une tâche, je te rétribue en token et en fait, vu qu'on est sûr que vu qu'on est assez convaincu que le token va exploser, tu vas aussi devenir riche et donc fais confiance à, hem, c'est assez, et c'est plus risqué, mais c'est encore plus, rapidement visible, que de l'equity. Parce que, tu vois, de l'equity, quand tu rentres, tu sais que ton equity, il vaut autant. Alors, déjà, est-ce que tu le sais? C'est tout un sujet. Déjà, est-ce que tu le sais? Est-ce que ton fondateur, il te l'a dit comme il faut? Est-ce que tu as compris les bails? Est-ce que tu as lu toutes les toutes les clauses? Voilà. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, il y a déjà tout ça, tout ça. Après, quand tu lèves, faut que tu comprennes ce que ça veut dire de se faire diluer. Faut que tu comprennes ce que ça veut dire machin truc, machin truc, machin truc. Là, ils donnent des tokens pour que tu bosses et en fait, en temps réel, tu peux voir l'évolution du prix et tu peux voir Et c'est l'excitation qui est liquide. autour de ton Oh là token. là. C'est liquide, c'est beaucoup plus liquide. Ah ben oui, mais pour le coup, c'est vachement plus liquide que de l'equity. Et alors, c'est sûr que ça peut faire moins 1000, mais ça peut faire fois 1000 très rapidement. Et en fait, tu as une visibilité immédiate sur les chiffres parce que tu peux voir le nombre de personnes qui achètent, tu peux voir le nombre de personnes, les wallets, ils détiennent combien. Donc, tu as ça et tu as aussi la communauté, est-ce qu'elle est engagée? Est-ce que plus elle est engagée, plus il y a de probabilité que qu'elle va te soutenir, qu'elle va hold, ce genre de choses, tu vois. Et donc, en fait, c'est tellement lié à la communauté et aux gens qui sont dans ton projet, beaucoup plus que dans une startup, en tout cas. Et Et non, en fait, c'est juste que la startup, elle n'arrête pas de delay dans le temps cette réalité. Qu'en fait, c'est tes clients slash ta communauté slash tes utilisateurs qui font ton produit. Et tu vois, on rajoute des... Et c'est pour ça, pour moi, que le modèle décentralisé, quand il est bien fait, euh, surperforme le modèle startup. C'est parce que tu es directement dans le vrai ou dans le faux. Surtout quand tu es dans ce genre de sushi où tu n'as pas fait le fundraising, où tu as juste des capitaux extérieurs qui viennent alimenter ton oui, il y système. a que ton token qui te fait vivre. Donc, Ouais. s'il va pas bien, tu vas pas bien, quoi. Et donc, c'est un alignement direct, on est d'accord. Après, tu subis les whales, tu subis les dumps, mais ça, c'est très passager. Ça aussi, c'est drôle, on pourra peut-être parler avec le mec de Maki, mais comment tu encaisses les dumps, comment tu encaisses les mecs qui achètent beaucoup juste pour faire monter le volume et puis qui vendent d'un coup juste pour faire dumper. Ça, c'est inévitable dans un projet décentralisé. Ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours ça à un moment donné. Et il y a des projets qui arrivent à, à maintenir dans le temps et à rassurer leur communauté qui est honnête et de dire non mais les gars c'est que des whales, ne vous inquiétez pas, ce genre de choses. Et moi je suis dans des Discord où c'est très souvent comme ça en mode ok là on va passer dans une phase où c'est sûr qu'il y a des whales qui vont rentrer, faites gaffe les gars, tu vois. Et ils le disent ouvertement et donc tu as les membres qui disent ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y a des whales qui vont rentrer, on sait que le prix va fluctuer beaucoup, mais c'est bon, on vous fait confiance, on hold, genre et enfin, moi ça me met des étoiles dans les yeux, cette honnêteté et cette transparence que certaines personnes ont dans ces Ah, mais projets-là, quoi. tu sais à quel point c'est transparent? C'est que sur le channel de Muse, l'autre jour, Muse, ouais, c'est un ouais, projet de crypto dans NFT. lequel on investit, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, on était sur le Telegram et ils disaient bon, voilà, les gars, juste pour vous tenir au courant, dans les 3 prochaines semaines, on va vendre l'équivalent de 18 000 € de Muse en petits badges isolés les uns des autres. Et donc, il va y avoir une petite fluctuation sur le prix. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour payer les développeurs. Et là, tu as tout le monde qui a dit ouais, allez-y, les gars, faites-vous plaisir, c'est mérité, etc. Tu vois. Et moi, j'étais là, ah putain, ça c'est beau, tu vois. Tandis que, enfin, tu vois, enfin, dans d'autres, enfin, je parle dans d'autres startups, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, voilà. Enfin, on pourra en parler. Ouais, on peut en parler. Cool, moi j'ai bien aimé. On a parlé encore de crypto. Je pense qu'Alex nous a beaucoup influencé et le mood dans lequel on est actuellement, ça nous a beaucoup influencé. Attends, Ah, j'ai juste un dernier truc. vas-y. Donc, le fondateur de Genie.com, j'ai lu une de ses interviews et il fait une request pour une startup. Et je veux trop avoir ton avis là-dessus. Il veut que quelqu'un crée la Dream Incorporation. Donc, en gros, il dit aujourd'hui, les rêves, les sujets de rêve, en fait, toutes les conversations qu'il y a autour des rêves, ça prend une part quand même qui est quand même grande dans nos vies, tu vois. Genre, tu te lèves le matin, tu as fait un mauvais rêve ou tu as fait un rêve particulier, t'en parles. Tu parles à ton collègue ou tu le parles, dans le meilleur des cas, à ta copine ou à ton copain, tu vois. Ok. Et c'est quelque chose sur lequel personne n'a capitalisé aujourd'hui. Il n'y a encore aucune Dream Incorporation aujourd'hui. Et il dit, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc
Et voilà, je place là comme ça. Si tu as envie de Ça veut réagir, dire quoi? vas-y. Mais j'ai Sinon, pas compris. Dreaming Corporation. mais gros, en gros, tu rêves tous les soirs. Enfin, je sais pas si tu t'en rappelles. Il y a des Ouais, gens d'ailleurs ah, qui. Bon, ouais, bref. Imaginons, Jedi va dormir et il se réveille le matin avec un rêve. ouais, C'est quelque chose qui impacte ta vie relativement fort ou relativement pas fort. ouais, Peu ouais. importe. Mais quoi qu'il arrive, tu y réfléchis. Aujourd'hui, il n'y a aucune expérience post-rêve. Il n'y a aucun produit qui aujourd'hui te propose une expérience post-rêve. Ça peut même juste Ok. être un carnet sur lequel tu viens Ouais, noter tous les jours bah tes rêves et les ça y autres a. peuvent lire, etc. Tu Des vois. carnets de journaling post-rêve à qui te guident. C'est souvent, en tout cas, c'est orienté sur ceux qui font des rêves lucides. Il y a des objets, genre par exemple un carnet, on te dit, on te donne un guide, pose-le à côté de ton petit, de ton, putain, Table de chevet. de ta table de chevet. Ouvre-le déjà, comme ça, tu as le moins d'efforts mécaniques à faire quand tu viens de te réveiller, parce que plus tu fais d'efforts mécaniques, plus ton rêve va commencer à s'évaporer. Et note directement. Je sais qu'il y a des choses, il y a des radios, j'avais vu ça, mais alors je ne peux pas te le retrouver. Il y a des espèces de petites enceintes euh, qui détectent ton réveil. Enfin, quand tu te lèves, quand tu es en train de te réveiller, et quand tu te réveilles, tout ce que tu vas dire à haute voix va être automatiquement enregistré. Et du coup, le truc, c'est d'expier immédiatement ton rêve ou ta pensée ou peu importe, et ça va directement s'enregistrer, tu vois. Et j'avais vu des choses passer comme ça, mais j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres idées, tout ça. Ouais, pourquoi pas? Ça change des cryptos pour le coup. Non, Pourquoi non, pas? ouais, ça n'a rien à voir avec crypto. Non, mais ça me faisait juste rire de voir que le type, il était complètement. Enfin, pour le coup, j'ai pensé que c'était perché aussi, mais on en revient et c'est une bonne façon de conclure. J'en ai marre d'être gêné d'avoir des idées perchées de temps en temps. Tu vois, genre, combien de fois ça m'est arrivé, on en a déjà parlé dans le podcast, combien de fois ça a dû t'arriver aussi, d'avoir des idées complètement perchées et de se dire, ouais, c'est ridicule, tu vois. Mm. Parlons, parlons de comment, enfin, je sais pas, je sais pas, moi, je peux prendre n'importe quelle startup qui est dans Welcome to the Jungle et se dire, putain, c'est vraiment de la merde, ça fait rêver personne, et bordel, je sais pas, on n'est pas obligé d'avoir des idées nulles tout le temps, enfin, basiques, classiques, Ouais, ouais, emmerdantes. ouais. Non, ouais, il Voilà, faut c'est avoir. juste ça. On n'est Voilà, pas obligé d'être concret, tu vois. Il y en a c'est marre ça. aussi. Putain. J'aime bien les gens qui sont pas concrets, moi. Voilà. Et donc, le gars là, il paraît, alors qu'il est en train de il a fait lever 40 millions, il a une boîte qui est en train d'exploser, etc. Il travaille avec des influenceurs de renom, etc. Et ben, il a quand même fait une request for a dream startup. Et je trouve ça marrant. Voilà. Ok, ok, ok. Euh, Tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire. Et nous, ça nous arrive des fois d'avoir un peu des idées à la con, mais on en parle. C'est vrai que des fois, on essaie de se cadenasser quand même et de sélectionner les choses les moins. En tout cas, moi, je me dis, et j'essaie d'aller de plus en plus le plus possible dans le concret, où je peux rationaliser le plus les choses quand je parle sur le podcast. Mais c'est vrai que des fois, il faudrait peut-être aller déborder un peu, quoi. Après, ça va, on déborde pas mal, je pense, quand même. Non, non, ça va. Non, Voilà. moi c'est plus en privé que je me cadenasse, tu vois. Sur le podcast, ça va. Ok. Ok. Bon. Voilà. Ok. Bon, ben, let's go. Si vous Likez, avez aimé, vas-y. likez, Ouais, likez, partagez, commentez, partagez. followez. Faites tout ce que vous avez à euh, faire. ouais, abonnez-vous à la chaîne. On n'a pas de réseaux sociaux encore. Je sais pas, on fait quoi? On l'écrit ou pas ces réseaux sociaux? Toi, tu as créé un Non, c'est. Facebook? Non? Ouais, mais le Facebook, c'est juste pour le test. Il y a des gens qui viennent voir, mais on s'en fout, hein. Ok. Bon, Non, bah, moi, pas ce de que je réseaux pense, c'est sociaux. que suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez Voilà. voir les épisodes sortir un peu avant de les voir sur YouTube. Si vous C'est voulez ça, avoir parce des. qu'on partage beaucoup de données, enfin beaucoup de trucs sur les tours de Twitter et des fois avant même qu'on fasse le podcast, donc vous pourrez déjà avoir un avant-goût de ce dont on va parler, des sujets qui nous intéressent. Donc ouais, suivez nous, likez s'il vous plaît. Si vous êtes sur Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles. À chaque fois que je le dis dans l'épisode, on gagne des étoiles. On gagne des 5 étoiles. Donc ça, lâchez des 5 étoiles. Lâchez un commentaire, mettre un 5. Il y a beaucoup trop peu de commentaires par rapport aux 5 étoiles. Je pense qu'on a une vingtaine de 5 étoiles. On n'a pas assez de commentaires. Donc, mettez les commentaires, c'est super important, c'est bon pour l'algo. On vous a parlé de l'algorithme de TikTok, là, c'est l'algorithme d'Apple Podcast. Et faisons ça. Bon, je te laisse. À la semaine pro. Peace. Ciao, ciao. Ciao.